Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour le deuxième épisode de la saison 2 de la Shadow March. Pour ceux qui ont raté la dernière épisode, qui écoutent pas au fond de la classe, la Shadow March, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui maîtrise une partie de jeu de rôle de Shadow Dark, donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Donjons et Dragons, mais en un peu plus létal, un peu plus simple, un peu plus freeform et un peu plus bac à sable que ce que nous invite à jouer la 5e édition de Donjons et Dragons, si vous voulez mon avis. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur Shadow Dark, si vous voulez aller voir. J'ai fait aussi une première saison de Shadow March qui utilisait aussi Shadow Dark, que vous pouvez aller voir pour mieux comprendre quel est le concept. Mais voilà, grosso modo, moi là, ce que je vais faire, c'est vous raconter ce qui s'est passé dans ma dernière partie de campagne de Shadow Dark. Sans plus attendre, allons-y. Donc la dernière fois, je vous répète rapidement ce qui s'est passé. Nos PJ étaient prisonniers dans une mine, ils étaient réduits en esclavage. Et ils ont fui cette mine. Le problème, c'est qu'ils se trimballaient sur eux un sceau, une marque qui avait été apposée sur eux, qui faisait que s'ils s'éloignaient du sceau qui avait été apposé, en fait, ils brûlent, ils meurent. En s'éloignant de la mine, ils avaient réussi à sauver la plupart des autres esclaves, ce qui était assez inattendu pour ma part, je dois dire, dans la saison 1. Je pensais qu'ils arriveraient à s'échapper, mais qu'il y aurait des pertes. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés, comme vous pouvez le voir, avec toute une ribambelle de PNJ, plus des PNJ qui ont même pas de nom, des Bill et des Bob, vous voyez. Il faut imaginer que là, ils sont une vingtaine dans leur camp. Donc voilà, ils ont fui cette mine, et maintenant, grosso modo, leur objectif, c'est de se faire retirer cette marque qu'ils ont sur eux, et ils veulent aller à la rencontre des Chevaliers du Franc-Pays, une faction qui, ils supposent, vont leur venir en aide. Donc la session reprend dans leur petit campement. Je vais vous montrer un peu comment c'est préparé quand même vite fait. Voilà, si les joueurs sont là, et ben une fois de plus, évitez de regarder, c'est un peu spoilant. Je vous montre vite fait le truc. Grosso modo, ici, on a un template de session. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu un template, un changement dans le template entre ma session 1 et ma session 2. Tout simplement parce que dans la pratique, je me suis rendu compte que ce que j'avais préparé ici, j'en ai eu assez peu besoin, je l'ai peu regardé pendant la première session. Donc c'est pas hyper important. Donc dans la session 2, j'ai fait un truc beaucoup plus simple en bullet point. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, j'essaye à chaque fois dans une session de me dire qu'est-ce qui, grosso modo, va se passer. Session 1, c'était scène de départ, la mine de Véron. L'idée, c'est qu'il devrait s'en échapper. C'était notre session d'intro. Entre la première et la deuxième session, les joueurs m'ont dit ce qu'ils voulaient faire. Là, ils m'ont dit qu'ils voulaient essayer d'aller à la rencontre des Chevaliers du Franc-Pays. Donc ce que j'ai écrit, la première chose que j'ai écrit, c'est rencontre avec les Chevaliers du Franc-Pays. Et à partir de ce moment-là, je sais que c'est le truc le plus important de ma session, là où je dois le plus me concentrer. Tout le reste, c'est du superflu, entre guillemets. C'est soit au cas où ils font pas ce que j'ai prévu, avoir genre 2-3 trucs sous la manche pour m'aider à improviser, soit si je veux préparer des trucs qui arriveront peut-être dans longtemps ou peut-être jamais, je peux m'amuser à le faire, mais c'est moins important que ce que j'ai écrit tout en haut de ma préparation de session, rencontre avec les Chevaliers du Franc-Pays. A priori, c'est ça qui les intéresse, donc c'est ça que je vais le plus préparer. Je tiens aussi à jour une horloge, parce qu'en fait, au fil du temps dans la campagne, il y a des jours qui passent, et je mets des horloges d'événements qui vont arriver. Donc là, vous avez un énorme spoiler, si les joueurs sont là, barrez-vous. Là, on est à 2 jours sur 12 à la fin de cette deuxième session, de l'arrivée d'un dragon qui va foutre le bordel dans la région. Ensuite, j'ai noté des trucs que je pourrais essayer de faire pendant la session. Par exemple, vous voyez... mais en fait, je sais même pas si ça vaut la peine que je vous montre tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le reste, c'est des petites pièces de puzzle, vous voyez. C'est même pas dans un ordre logique. Il n'y a pas une structure complexe, etc. dans la préparation de la session. C'est vraiment des bullet points de trucs qui peut-être vont arriver, peut-être pas. Peut-être qu'ils vont trouver le PDF. Bon, évidemment, il faut pas trouver un PDF concrètement dans l'histoire. Ils vont trouver un document que j'ai préparé. Peut-être que je trouverai une occasion de leur donner ça de manière cohérente, donc je me le note. J'ai noté 2-3 trucs pour la scène de départ. J'ai noté 2-3 trucs pour l'histoire en 2 lignes d'un PNJ important. J'ai noté 2-3 petits événements. Vous voyez, l'objectif de ce répertoire de sessions et de ces documents que je vais faire comme ça, c'est que pour moi, c'est assez important que je puisse retrouver les informations essentielles sur une seule page. Parce que si on regarde le reste de ma prépa, voilà, là, c'est des trucs beaucoup plus sur l'univers, etc. J'ai pas envie d'avoir à jongler avec ça pendant la partie. Vous voyez, là, j'ai toutes les factions. J'ai pas envie que les informations soient dispersées là-dedans. Ça, c'est plutôt mon wiki. C'est des trucs dans lesquels je peux retourner chercher des idées que je vais pouvoir conserver si je refais une campagne dans le même univers. Bah, ça me permet de garder des infos. J'ai des sortes de compendiums d'informations, etc. que je peux retrouver. Mais pendant la partie, j'ai sûrement pas envie d'aller me plonger là-dedans. Sinon, je vais perdre en fluidité, je vais perdre du temps. Donc, le plus important pour moi, c'est session par session, avoir des pages comme ça avec l'essentiel de ce dont j'ai besoin.
Un deuxième truc que je vais vous montrer avant qu'on parle de l'histoire concrètement de ce qui s'est passé, c'est un autre truc dans ma manière de préparer, c'est quand je prends une scène ou un endroit où ils peuvent se rendre, par exemple ici, la mine de Véron, c'était l'endroit où il y a eu la première aventure. J'ai des infos essentielles qui sont marquées directement sur le board de ma partie. Il y a la battle map. Sur le côté, il y a les profils des monstres, donc je sais déjà qu'ils sont là. S'il y a des rencontres aléatoires ou que j'ai envie d'avoir d'autres monstres, bah là, j'irai chercher dans les règles de mon jeu, vous voyez. Mais les monstres dont je suis sûr qu'ils vont apparaître à un moment, si on se trouve à cet endroit, je les mets à côté. Je mets aussi des rappels des PNJ qui sont probablement là, de quelques événements que j'ai prévus, tout ce dont j'ai besoin par rapport à la zone, parce que moi je le prépare de manière très spatiale, vu que c'est du bac à sable, plus que par succession d'événements. Tout ce dont je vais avoir besoin pour la zone, j'essaie de le mettre autour, comme ça pareil, je change pas de fenêtre. Sur cette partie-là, on va dire que c'est plutôt des trucs que j'ai envie d'essayer de mettre en avant, de différentes manières qui sont pas forcément liées à un lieu particulier, des petits bouts de lore, même des événements liés au PJ, vous voyez par exemple, on va le voir juste après, il y a un des PJ qui a fait un rêve, j'ai noté son rêve ici, c'est un truc que je voulais essayer de mettre en place dans la session. Par contre, dès lors qu'il s'agit des lieux, je sais pas dans quel ordre ils vont y aller, mais je sais à chaque fois ce qu'il y a dans ces lieux, et donc je prépare lieu par lieu des boards comme ça, avec des informations. Donc maintenant, retournons à notre histoire. On sort de la partie spoiler. Alors, il peut y avoir encore des petits spoilers à droite à gauche. Soyez prudents, mes joueurs. Je le répète, je ne fais pas particulièrement attention à ce que je raconte. Mais voilà, normalement, ça c'est du vécu, c'est ce qui s'est passé dans la session 2. Donc, ils étaient à leur campement, ils veulent aller voir les chevaliers du franc pays, etc., etc. Ils passent la nuit là. Le soir, un des trucs qui se passe, c'est que Méric, notre alphelin, qui en réalité s'avère être un agent secret qui est dans la région pour obtenir des informations sur l'équilibre géopolitique de la région, qui sert la main de Pagor. Pagor, c'est une grande cité que les PJ n'ont pas encore vue, mais qui est frontalière avec la région dans laquelle il se trouve. Puis il fait partie des services secrets de la cité de Pagor. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'éloigne un petit peu du camp, il prend son petit miroir, il a un petit miroir un peu en mode Totally Spies, qui lui permet de communiquer avec sa hiérarchie, et il entre en contact avec Kaelor. Kaelor, qui est une elfe, qui est la chef, qui fait partie du gouvernement de Pagor, qui est sa supérieure hiérarchique, parce que lui, il fait partie, son ordre d'agents secrets, entre guillemets, ce sont les capuchons. Et donc Kaelor, c'est sa supérieure. Donc il la contacte avec son miroir, il se met au clair de lune, la lune frappe le miroir, et pfiou, le miroir se modifie, et voilà que Kaelor apparaît. Et il lui fait un rapport un peu sur ce qui se passe, il lui explique que les PJ ont été pris en esclavage, l'esclavage est interdit, donc c'est déjà une information importante qui fait remonter. Il dit que il y a aussi la faction des chevaliers du franc pays qui ont l'air d'être des sortes de rebelles dans la région et qui luttent contre les esclavagistes, etc. Il remonte toutes ces infos-là. Et ce que Kaelor lui dit, c'est « je vais avoir besoin de plus d'informations et surtout de preuves matérielles ». Et puis elle lui dit « agent 404 ». Je lui ai dit « c'est quoi ton numéro d'agent ?» Il m'a dit 404 en mode erreur 404. Il a dit agent 404, il me faut des preuves matérielles. Parce que normalement, les capuchons, on va dire, comme c'est des agents secrets, ils sont pas censés exister. Donc lui, il va pas pouvoir, de vive voix, aller faire un plaidoyer ou quoi. Il va devoir amener des preuves que sa supérieure va pouvoir mettre en avant, si jamais la question des esclavagistes et tout ça est débattue au conseil de la ville. Bref, lui, il fait remonter ces infos-là. Ensuite, pendant la nuit, on a eu également Nathias, donc, qui est un warlock, qui a pour patron le visiteur, donc qui est une sorte de créature cauchemardesque qui lui donne le pouvoir de déclencher la peur dans l'esprit des gens, etc. C'est son patron qui connaît pas bien, le personnage est amnésique en plus. Je lui ai fait faire un petit pas flashback, mais une sorte de cauchemar mêlé de souvenirs. Donc en première partie, je lui ai laissé un peu d'espace et voilà, le joueur n'a pas inventé grand-chose. Il est resté assez sobre. Je lui ai dit, tu peux imaginer un peu une scène de ton enfance et tout. Par contre, voilà, t'es dans la campagne, dans le plat pays. Il y a des champs de blé partout. Tout est doré et ensoleillé autour de toi. C'est quoi ce souvenir de ton enfance? Du coup, ce que me décrit le joueur, c'est simplement un moulin à vent dont les pales tournent. Et lui qui essaie de courir vers ce moulin, mais ce moulin a l'air de reculer. Il n'arrive jamais à le rattraper. Donc je dis ok, très bien. Ça me donnera peut-être des idées pour son histoire qu'il ne connaît pas, encore une fois, puisqu'il est amnésique pour plus tard. Donc je le note justement dans ma petite session. Vous voyez, en bas de chaque session, je fais des petites notes de ce qui s'est passé pendant la session. Donc je vais venir regarder pour préparer la session suivante. Donc là, rêve Nathias, moulin à vent, champ de blé, blablabla. Il y a quelqu'un qui l'appelle à l'intérieur de ce moulin aussi. Ensuite, j'apporte ma partie du cauchemar que j'ai préparé. La seconde partie, donc je lui dis, il court vers le moulin, et en fait le moulin s'éloigne, et au bout d'un moment, il se retrouve à courir dans la forêt. Dans la forêt, il est poursuivi par des gens qui le traquent. Et à un moment donné, il trébuche, il se prend une flèche dans l'épaule, il sent sa vie qui le quitte, et là se penche au-dessus de lui une grande forme humanoïde avec des sortes de grands bois de cerf qui se posent, qui s'approchent, flou. Il n'arrive pas à en voir le visage, et c'est là qu'il se réveille en sueur.
Et donc, on peut imaginer que c'est le visiteur et que là, c'est un souvenir du moment où il a rencontré le visiteur. Donc, ça permet, voilà, de mettre un peu en avant son background, même si je pense pas que je vais lui mettre son background en plein dans la gueule très très rapidement à ce personnage, parce que comme il est amnésique, on va amener ça petit à petit. Ça permet de montrer que voilà, j'ai pas oublié. On le prend en compte, on le prend en compte. Donc voilà, ça c'était un peu le campement. Et ensuite, le lendemain, ils décident de se rendre donc à la rencontre des chevaliers du Franc-Pays. Donc où est-ce qu'ils se rendent pour aller à la rencontre des chevaliers du Franc-Pays? Ils se rendent vers les mines qu'ils ont fui. Parce que la raison, je vous refais pas tout le truc, faut regarder l'épisode 1, je suis désolé, ça va être compliqué si à chaque fois je refais tout. Mais la raison qui avait fait qu'ils quittaient la mine, grosso modo, c'est que leur ravisseur, qui les forçait à travailler dans la mine, avait peur que les chevaliers du Franc-Pays arrivent pour les massacrer. Et donc ils avaient commencé à faire évacuer la mine, et les PJ en avaient profité pour se faire la malle. Donc ils savent que les chevaliers du Franc-Pays vont se rendre à la mine dans l'espoir d'arrêter leurs anciens ravisseurs, etc., etc. Donc ils retournent à la mine dont ils viennent de s'échapper pour rencontrer les chevaliers du Franc-Pays. Donc du coup, ça me permet de réutiliser la battle map de la fois d'avant. Ils reviennent là, ils rencontrent les chevaliers du Franc-Pays. Et en gros, si on devait aller rapidement, ce qu'ils comprennent, c'est que le chef des chevaliers du Franc-Pays, c'est Locke, un certain Locke, un mec qui est une sorte de demi-ogre, et que les chevaliers du Franc-Pays sont en train d'essayer d'excaver, de réouvrir la mine, parce que la mine, les méchants, ils l'ont condamnée avec des explosifs, ils ont fait sauter les tunnels. Et donc ce que font les chevaliers du Franc-Pays, c'est qu'ils obligent des otages, donc théoriquement des ennemis des PJ, des otages à déblayer le truc, ils les font un peu travailler pour eux, quoi, entre guillemets. Vous êtes des enfoirés, eh ben vous allez creuser. Et donc ils les font creuser pour retourner dans la mine, voir s'il n'y a pas des survivants à récupérer, des trésors, etc. Quand ils voient les PJ arriver, les chevaliers du Franc-Pays, ils sont très prudents, parce que les chevaliers du Franc-Pays sont une faction de rebelles, grosso modo, donc ils ont peur qu'il y ait des taupes, des ennemis et tout, donc les PJ ont besoin de faire leur preuve, entre guillemets. Même s'ils sont accompagnés de Eldrad accompagne les PJ depuis le début de l'histoire. C'est une apprentie forgeronne qui coopère avec les chevaliers du Franc-Pays, donc elle peut leur servir de caution, un peu de garante. Mais c'est pas suffisant. Les chevaliers du Franc-Pays sont très prudents. Ils en demandent plus, surtout que les PJ leur demandent de l'aide pour retirer la marque, pour soigner des blessés, dont Tariq qui a le genou pété. Enfin, donc ils leur demandent de faire leur preuve, entre guillemets, de se rendre utile. Et donc les PJ, ce qu'ils décident de faire, c'est d'aller essayer de choper des trésors dans la mine, parce qu'ils connaissent mieux la configuration de la mine. Ils se décident à aller passer par un autre chemin de la mine, une autre entrée, qui elle n'est pas bouchée, pour aller voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Et donc ils arrivent ici, dans la caverne du basilic. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que la caverne du basilic, attendez, je reprends un peu mes tokens, bon, j'ai pris des trucs qui servent à rien, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que la caverne du basilic, c'était un moyen de s'échapper de la mine qu'ils n'ont pas utilisé dans la session 1. Donc ils auraient pu arriver ici, session 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un truc hyper dangereux, parce que le basilic, c'est un truc qui rigole zéro. En fait, si vous le regardez dans les yeux ou qu'il vous touche, d'ailleurs j'ai oublié à un moment donné de leur faire le jet, mais c'est trop tard, s'il vous touche, vous devez faire un jet de constitution de difficulté 15, ce qui est quand même bien chaud, ou être pétrifié, tout simplement. Pas question de point de vie, de est-ce que j'ai une bonne classe d'armure, etc. Non, pas du tout. Vous êtes juste pétrifié. Donc évidemment, il fallait un indice pour les alerter, etc. Donc ce que je leur ai dit, attention là c'est spoiler les joueurs, parce que vous l'avez pas dépétrifié lui, mais ce que je leur ai dit c'est qu'il y a un mec, hop là on le dégage, c'est qu'il y a un mec qui, à l'entrée de la caverne, est pétrifié. Donc ils le voient, ça leur donne un indice sur ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Les PJ se disent « Ah ouais, ça doit être un basilic et tout, c'est chaud. » Mais ils décident quand même de rentrer. À l'intérieur, il y a un trésor. Je leur mets tout de suite un petit bait pour qu'ils prennent des risques, évidemment. Je leur dis « Il y a un trésor. » Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à essayer de retirer le trésor. C'est la forgeronne Eldrad, la PNJ, qui s'en charge. Tandis que eux, ils montent la garde. Et ça, je jette un dé. Et je jette un dé à 4 faces. Je vois qu'Eldrad va mettre 2 tours à ouvrir le coffre. Donc pendant 2 tours, ils doivent tenir le coup. Et je leur avais déjà commencé à leur dire qu'ils entendaient des petits bruits dans la grotte, qu'ils avaient vu, il y a un faisceau lumineux qui passe par le plafond de la grotte et à un moment donné, il a été coupé pendant un petit instant. En fait, c'est le basilic qui passe devant une crevasse. Et donc, ils sont un peu sur leur garde et à un moment donné, moi, je savais que le basilic était au-dessus d'eux puisqu'il avait justement coupé ce faisceau. C'était un indice du fait qu'il est au plafond. À un moment donné, il y a Lorga qui dit « Je lève les yeux au plafond » et là, je lui dis « Test de constitution, direct. » Il échoue, il utilise un point de fortune, ça passe pas, il est pétrifié. Là, je me dis « Ouh là 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 là. Ouh là là, ça va être catastrophique. » Donc là, s'ensuit une scène un peu abracadabrantesque. Il y a Bauduin qui dit « Ok, moi je m'éloigne pour essayer de regarder vraiment avec ma vision périphérique, essayer de voir le basilic pour lui mettre des coups de surin. » Ils ont même pas d'armes les PJ, je rappelle, ils sortent de la mine, ils ont aucun équipement. Il y a que Lorga, je crois qu'il y a une arbalète, un truc du genre. C'est un bordel pas possible. Finalement, ils vont s'en sortir, ils vont récupérer le coffre et ils vont repartir avec le corps de Lorga pétrifié sans avoir vaincu le basilic, sans avoir exploré plus avant. Et je pense que effectivement, c'était sûrement la décision la plus prudente qu'ils aient pu prendre. Et la leçon qu'ils pourront en tirer, c'est que
toutes les stats sont importantes. La constitution, c'est important. Ça permet de pas se faire pétrifier. Donc ils se retrouvent avec le Lorga pétrifié. À ce moment-là, ils se demandent comment ils peuvent soigner Lorga. Ils posent des questions un peu à des PNJ, notamment à Kimil, qui à ce moment-là, ils l'apprennent, et en fait une jeune fille qui se passionne pour l'herboristerie, les animaux, etc., et qui veut devenir une druide et rejoindre un cercle de druides qui s'appelle le cercle de l'œillet. L'œillet qui est une fleur souvent liée au domaine de la mort. Je ne sais pas si ça les PJ l'auront capté. Et voilà, Kimil, elle veut rejoindre le cercle des druides de l'œillet, donc elle a quelques connaissances. Elle dit, bah voilà, pour sauver l'orga de la pétrification, il n'y a pas 40 solutions. Il va falloir soit faire appel à de la magie, une magie puissante qui n'est pas à disposition des PJ, soit récupérer de l'huile de basilic ou du sang de basilic, parce qu'en général, la créature qui vous met mal a aussi l'antidote. Ça, c'est une idée que j'avais récupérée, je crois que me semble que c'est de Matt Colville, qui disait que voilà, le basilic, ce genre de créatures qui ont un effet, on va dire, très puissant, et qui peut parfois sembler un peu injuste quand on se le prend. Ça peut être un peu frustrant, même si ça fait aussi le sel du jeu, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant, c'est que la solution soit dans le problème, entre guillemets, et que donc notre basilic, si on le tue, on est sur lui potentiellement l'antidote. Donc j'ai repris cette idée, parce que sinon je me disais que ce serait hardcore. Néanmoins, les PJ, voilà, ils vont pas tenter d'aller battre le basilic, c'est trop chaud. Pour autant, ils ont récupéré le coffre avec des trésors, et c'est plus ou moins ce qui va leur permettre de se rendre utile auprès des chevaliers du Franc-Pays, qui ont besoin d'or, d'objets magiques, d'armes, de tout ce qui peut leur être utile pour mener leur rébellion. Ils ont besoin de gens pour les aider dans l'effort de guerre. Donc les PJ reviennent avec ce coffre, avec des potions, des trucs, etc., dont ils pourront pas profiter. Ils doivent les donner aux chevaliers du Franc-Pays, pour le coup. Par contre, ça leur donne une sorte de laisser-passer pour aller à la rencontre des chevaliers du Franc-Pays. À noter que ce coffre, encore une fois, dans d'autres circonstances, le but c'était pas de dire ah il y a un coffre et en fait vous pouvez pas l'avoir et tout. Dans la session 1, ils auraient pu passer par la caverne du basilic pour s'échapper de la mine, et peut-être tout se serait passé autrement, ils auraient récupéré le trésor et le trésor aurait été pour eux. Il y avait des potions assez puissantes et tout. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est le côté bac à sable. Donc voilà, ils obtiennent le droit d'aller au camp des chevaliers du Franc-Pays. Là, ce que je leur décris, alors qu'ils sont sur la route, c'est qu'ils s'enfoncent dans la forêt et qu'ils suivent un sentier bien précis, un peu comme le sentier des douceurs dans The Witcher, si vous avez la ref. Et il y a des feux follets, la forêt semble magique, et les chevaliers du Franc-Pays leur disent « Suivez-nous de près, il faut pas se perdre dans cette forêt ». Donc ils comprennent que voilà, leur refuge se trouve dans une forêt magique, mystérieuse. Ils arrivent, et là ils découvrent toute une sorte de camp de réfugiés, une centaine d'âmes. La moitié d'entre elles sont des gens en armes, des véritables rebelles, des véritables chevaliers entre guillemets, hein. C'est ce que les joueurs commencent à comprendre, c'est plus une équipe à la Robin des Bois que des véritables chevaliers. Mais voilà, il y a une cinquantaine de chevaliers, puis une cinquantaine de réfugiés qui sont hébergés entre guillemets par les chevaliers. Comprennent rapidement, je vous passe les détails, que ces réfugiés, voilà, ce sont des gens qui ont été chassés de chez eux par les Rages Fauchons. Les Rages Fauchons qui sont une bande de brigands, je vous en ai parlé dans la saison 1, qui sévissent dans la région, qui sont devenus incontrôlables. Et donc tous ces gens-là, ils ont été chassés de chez eux par... C'est pas facile à dire, chassés de chez eux par ces Rages Fauchons. Ils sont un peu perdus et ils ont trouvé chez les chevaliers du Franc-Pays une sorte de nouvelle famille, ou en tout cas ils sont là temporairement, quoi. Rapidement, les PJ font appel à la guérisseuse des chevaliers du Franc-Pays. C'était un peu le deal, le coffre contre les bons soins des chevaliers. La guérisseuse qui est Tanaël, que je leur décris comme une femme extrêmement douce, un peu une sorte de Galadriel, qui a le cœur sur la main, et qui a surtout de grands pouvoirs, qui a été touchée par le divin. Elle leur dit touchée par le divin, mais elle ne sait pas elle-même dire ce qu'est le divin. Elle sait juste qu'elle a un don, que c'est pas intrinsèque à elle-même, que ça vient de plus haut. Elle ne l'explique pas. Et en fait, elle a le don de soigner, donc elle est très très puissante. Et c'est elle qui va soigner les blessures, etc., etc., et qui plus tard, on va le voir, va leur retirer leur sceau qui leur est apposé. Donc dans la soirée, il y a des échanges entre les PJ un petit peu sur leurs objectifs futurs, etc. J'essaie d'accélérer un petit peu. On en a déjà parlé dans la session 1, mais voilà, ils partagent là-dessus. Et dans la soirée aussi, il y a voilà, une sorte de rencontre avec l'état-major, entre guillemets, des chevaliers. Et donc les PJ vont enfin avoir une vision un peu plus large de la situation géopolitique. Ce qu'ils vont apprendre en discutant avec les chevaliers du Franc-Pays, c'est que voilà, les chevaliers, c'est des rebelles. Et c'est plus que des rebelles. Ils sont pas seulement là pour se lever contre le baron Véron, les gens qui exploitent les gens dans la mine, les Rages Fauchons, tout ça. Ils sont là pour essayer de faire en sorte que la région dans laquelle on se trouve, l'échine du serpent, ne soit plus juste une terre franche que toutes les factions avoisinantes se disputent, mais s'élève un peu comme une sorte de nation et arrive à obtenir vraiment une sorte d'indépendance, de légitimité, d'identité propre.
Celle qui leur dit ça, c'est la chef charismatique un petit peu du camp qui s'appelle Lyre. Une femme qui, pour le coup, a un peu plus une dégaine de chevalier, elle a une armure complète et tout. Ils en ont pas tellement appris sur le passé exactement de Lyre, ils l'ont pas trop interrogé là-dessus. Mais ce qu'ils ont pu comprendre quand même, c'est que c'est une sorte d'héroïne du peuple et que, notamment, elle essaye de restaurer, pour asseoir sa légitimité, une sorte d'ordre de chevalerie ancien, quoi. Ce qu'elle leur demande, parce que voilà, quand elle rentre au camp, elle découvre la présence des PJ qui ont été ramenés par Locke, etc. Ce qu'elle leur demande, c'est de faire leur preuve un petit peu en termes d'intention. C'est soit vous êtes avec nous, entre guillemets, soit vous partez. C'est pas vous êtes contre nous, on n'est pas non plus dans, dans Star Wars, mais c'est soit vous partez, quoi. Parce que nous, on veut pas de fouilles, on veut pas de gens qui tapent dans nos ressources. Si tout va bien pour vous, et que vous en foutez de notre cause, on peut pas vous garder, on peut pas nécessairement vous faire confiance, etc. Donc c'est une femme assez dure. Les PJ vont assez mal prendre ce qu'elle a dit. En plus, les PJ commencent à se dire que voilà, eux ils s'étaient imaginé des chevaliers un petit peu clinquants, gentils et tout, mais en fait ils commencent à comprendre que voilà, le bac à sable dans lequel ils vont être va avoir des nuances de gris quand même, et que cette faction, ça reste une faction militaire avant tout. Les mecs ont besoin d'argent, donc ils n'hésitent pas à racketter un peu les PJ pour leur donner des soins. Les mecs sont quand même assez belliqueux, c'est par la violence qu'ils veulent reprendre le contrôle, alors pas la violence pour la violence, mais voilà, ils sont prêts à faire des choix difficiles, etc., que c'est un peu des durs, quoi. Donc les PJ commencent à me dire, nous on n'est pas trop intéressés, c'est ce qui me laisse entendre, on n'est pas trop intéressés pour bosser avec les chevaliers du Franc-Pays, néanmoins on aimerait bien se faire retirer nos sceaux. Donc voilà, fin de soirée, ils retournent à leur petit campement. Il y a quand même un truc important, c'est que Merrick, toujours notre petit espion alphelin, lui, il laisse traîner ses oreilles pour obtenir des informations, à faire remonter sa hiérarchie, encore une fois. Et ce qu'il comprend, c'est que Lyre, donc la chef des chevaliers du Franc-Pays, elle cherche l'épée de Vindicte. Apparemment, un artefact, une arme ancienne, qui lui permettrait d'asseoir sa légitimité en tant que chevalière et de vraiment avoir une sorte d'appui identitaire, un peu historique, avoir un mythe derrière elle, entre guillemets, qui lui donnerait plus de consistance pour essayer de se démarquer comme étant la potentielle nouvelle leader de la région. Il apprend ça. Et le deuxième truc qu'il apprend, c'est que les rages fauchons, les bandits, qui étaient de mèche avec le baron Véron, donc encore une fois, allez voir l'épisode 1, mais l'idée c'est que le baron Véron, lui, profite de toutes les richesses de la région et il travaille un peu main dans la main secrètement avec les rages fauchons qui, eux, sont les bandits de la pire espèce. Jusqu'à maintenant, leur coopération fonctionnait, mais maintenant les rages fauchons ont brisé leur chaîne, ont retourné leur veste et retravaillent à nouveau pour leur propre compte, ce qui déstabilise le baron Véron. Donc il y a un conflit rage fauchon, baron Véron. Il y a une sorte de triangle de faction, quoi, avec les chevaliers du Franc-Pays. Et donc que c'est l'occasion pour les chevaliers de tirer leur épingle du jeu, profiter de l'instabilité de la situation, que leurs ennemis soient fragilisés parce qu'ils s'affrontent pour gagner, quoi. Et donc Merrick, fort de ces informations, il va pouvoir les donner à sa hiérarchie, il va pouvoir réappeler avec le petit miroir, quoi, refaire les Totally Spies. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les PJ vont se faire soigner un par un par Tanael, sauf Nathias, qui refuse, sans en donner les raisons aux autres PJ, peut-être que ça viendra plus tard dans l'histoire, qui refuse de se faire retirer le sceau, ou en tout cas, il décide de passer en dernier en tout. Il y a une vingtaine de personnes qui sont marquées par le sceau, et Tanael, elle, ça lui demande beaucoup d'énergie de retirer le sceau. D'ailleurs, j'ai oublié un truc quand même essentiel que j'aurais dû vous dire avant, c'est qu'entre-temps, l'orga qui était pétrifié s'est fait soigner par Tanael, évidemment. Donc ils l'ont porté comme une vieille statue de pierre jusqu'au camp des chevaliers, et c'est elle qui a retiré la pétrification. Donc voilà, elle a un grand pouvoir. En fait, le sort qu'elle utilise en termes de règles, c'est Restauration. C'est un sort de niveau 3, donc c'est quand même assez puissant vu que les sorts sont de niveau 1 à 5 dans Shadow Dark. Donc voilà, ils en profitent des pouvoirs de Tanael qui les soignent un par un. Mine de rien, les PJ s'attachent pas mal au personnage de Tanael et lorsqu'elle va s'effondrer de fatigue, alors qu'elle aura soigné tout le monde, sauf Nathias et des PNJ qu'on ne nomme pas, parce qu'il y en a trop. Une fois qu'elle aura sauvé un peu tout le monde, les PJ vont aller la border, entre guillemets, parce qu'elle est morte de fatigue. Un autre truc, et ensuite je pense qu'on aura fait à peu près le tour de cette session très très riche en événements, c'est pas facile de vous rapporter tout ça. Un autre truc, c'est que peu avant la fin de la session, je leur dis, et là je mets une sorte de musique un peu dark, un peu inquiétante, je leur dis qu'il se passe un truc, il y a les feux follets en périphérie du camp qui prennent des teintes violacées, plus si lumineuses que ça, commencent à tourner autour du camp, et en fait il y a des sortes de fées qui sont comme qui ont une allure de petites filles, mais aux yeux injectés de sang, enfin un truc un peu malsain, qui arrivent en volant comme ça, et qui viennent demander un tribut aux chevaliers du Franc-Pays. Les chevaliers du Franc-Pays leur donnent un de leurs otages, donc un méchant en théorie, mais encore une fois,
C'est plutôt en nuance de gris. Il leur donne un de leurs otages comme tribut et les fées l'emmènent alors que le mec hurle, etc. Personne ne sait vraiment ce qui va lui arriver, mais voilà, les fées se saisissent de lui, le soulèvent et l'emmènent dans la forêt. Et ensuite, les PJ comprennent que le camp des chevaliers du Franc-Pays, qui est caché dans cette forêt magique, c'est un de leurs atouts. C'est ça qui leur permet d'éviter leurs ennemis et de rester en vie. Mais ça a un prix. Ils sont obligés de payer une sorte de taxe, de tribut aux fées qui hantent cette forêt. Donc voilà un peu pour tout ce qui s'est passé dans cette session. J'ai sûrement oublié des trucs, mais c'est pas grave. Ça va être difficile d'être exhaustif à chaque fois. J'espère que ça vous a plu, ne serait-ce qu'en termes de d'agencement, de faction, comment ça marche, que vous aurez des choses à en tirer. Qu'est-ce que techniquement je peux dire, des petits trucs que peut-être je corrigerai. Un truc que je corrigerais peut-être, c'est que j'avais envie que les PJ soient un peu plus héroïques que dans le Shadow Dark de base, donc j'avais utilisé quelques règles supplémentaires pour ça. En fait, je me rends compte qu'ils ont quand même beaucoup de points de chance, et que surtout le Bard, qui est une classe qui a la capacité de donner des points de chance aux autres, donc les points de chance, ça permet de relancer des jets de dés, tout simplement. Le Bard a la capacité de donner des points de chance à ses alliés. Et donc du coup, les deux ensemble, le Bard qui peut créer des points de chance, plus les points de chance qu'ils ont de base à chaque début de session, peut-être que ça va être trop à terme. Je leur ai dit, je leur ai partagé ce questionnement de ma part. Pour l'instant, je ne pense pas le modifier. Mais voilà, c'est un truc. Je me dis, est-ce que ça va pas créer des déséquilibres? Est-ce que j'ai pas un peu trop poussé les règles dans le sens de la survivabilité des PJ? Surtout quand ils vont monter en niveau. Parce que au début, je trouve que ça a du sens parce qu'en fait, les PJ sont quand même très fragiles. Donc ça les aide à tenir les premiers niveaux, à pas faire le truc où on meurt 15 fois avant de réussir à amener un mec niveau 4, vous voyez. Et par contre, par la suite, cumulé au fait que leurs personnages deviennent vraiment plus puissants, ce sera peut-être à revoir. Peut-être que j'enlèverai les points de chance au début de session ou alors qu'ils en auront juste un. Je vais pas retirer des trucs au Bard parce que c'est ce qui fait partie de sa classe, donner des points de chance aux autres en les inspirant. Par contre, dans la règle de base, je vais peut-être modifier des trucs. Un autre truc aussi dont on a discuté à la fin de la session, où j'ai été assez honnête avec eux, c'est que le fait qu'ils aient sauvé tous les mineurs dans la session 1, en fait, c'est ça qui m'a fait me dire il faut que je leur donne assez vite, plus vite que ce que j'avais prévu à la base, un moyen de retirer le sceau qui les empêche de s'éloigner les uns des autres, parce qu'en fait, ça fait que dès le début, ils sont suivis par 3-4 PNJ avec un background. Donc ça, à la limite, c'est pas trop gênant, ça crée des discussions autour du feu de camp et tout. Mais aussi, virtuellement, entre guillemets, ils sont accompagnés par une vingtaine de pecnos auxquels on n'a même pas donné un nom, parce que c'était pas prévu qu'ils soient là. Donc je voulais qu'ils aient quand même la possibilité, s'ils le souhaitaient, de se séparer assez rapidement de ces gens et de retirer la malédiction pour profiter un peu plus du bac à sable que... Comment expliquer? Qu'ils aient moins l'impression d'être contraints par ce truc, quoi. Ce saut, etc. Donc c'est pour ça que là où je pensais dès le départ mettre une guérisseuse dans le camp des chevaliers du Franc-Pays, j'étais pas forcément parti du principe qu'elle serait en capacité de leur retirer à tous le saut, etc., etc. Je voulais leur laisser une opportunité supplémentaire. Finalement, ce qui est marrant, c'est que les joueurs disaient qu'ils trouvaient ça rigolo, le truc du saut, même si finalement ils se sont tous fait retirer parce que c'est quand même un peu plus cohérent. Mais ça les dérangeait pas plus que ça à la base. D'ailleurs, les feedbacks à la fin étaient très très cool. Hein. Je pense qu'on s'est tous éclatés. Il y a eu beaucoup de blagues. Le groupe commence à prendre à prendre ses marques un peu plus. Première session, on se connaissait pas du tout. Là, on commence à mieux se connaître. Et je pense qu'il y a un bon potentiel parce qu'il y a un bon équilibre entre se taper des barres, être sérieux au bon moment. Non, vraiment, la campagne a du gros potentiel. J'ai hâte de continuer la semaine prochaine et de voir jusqu'où ça nous mène. J'ai envie que ce soit épique, qu'on aille loin. Donc, dans 3 ans, se terminera cette campagne. Et là, si les joueurs ils écoutent, ils font « Mais c'est pas ce que j'avais prévu, j'ai une vie, moi !» Bon, bref. Sur ce, moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires de soutien. Ce format a moins de reach. Je sais pas comment fonctionne l'algorithme, honnêtement. Ce format a peut-être un peu plus de difficulté à percer parce qu'il n'est pas juste là pour répondre à une problématique ou quoi. Il est plus là pour vous inspirer, pour faire des récaps et tout, pour vous motiver à faire vos propres campagnes. Donc, du soutien sur YouTube, ce sera très cool pour le mettre en avant. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, ce qui aide énormément, on va pas se le cacher, n'hésitez pas à foncer sur Tipeee. Ça ferait extrêmement plaisir. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. C'est vraiment top. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour la Shadow March. Et à très bientôt, de manière générale, sur le bon MJ.